comme disait Régis, la data, pour moi, c'est mon big dada, et à peu près depuis une trentaine d'années. Et on va aborder des questions un petit peu plus fouillis, plus techniques, qui sont la qualité de la donnée et ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Alors, je vais vous commencer par trois petits exemples pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de la donnée. Quand on est en attente d'une entreprise qui a un très bon CRM, à un moment donné, il arrive qu'on peut se poser des questions en se disant mais pourquoi ils ne sont pas allés jusque-là? L'exemple, c'est la SNCF. C'est un site qui a eu plein d'awards. C'est une très belle entreprise en ce qui concerne le CRM parce qu'il faut faire remplir les trains, etc. Vous avez les SMS qui vous arrivent pour vous dire que votre train est en retard, etc. C'est génial. Par contre, quand vous avez oublié votre carte d'abonnement, que vous êtes un utilisateur très régulier, que vous vous retrouvez dans le TGV, vous avez l'air bête. Et alors vous vous dites, mince, mais sur ma carte d'abonnement, tout ce qu'ils ont besoin, c'est le pictogramme, le flashcode. Donc je téléphone à ma secrétaire, elle m'envoie le flashcode sur mon iPhone, je le montre au contrôleur le matin, le contrôleur il me dit, bah écoutez, si ça marche chez Air France, ça doit marcher chez nous, il le flash, il me dit c'est bon. C'était génial. Pour le retour, je tombe sur le contrôleur, je lui montre ça, il dit non, ça ne marche pas. Non, ah non, il me faut le papier. Donc, si vous voulez, le big data, c'est aussi l'interprétation de ce qu'on peut faire avec. Et ça marchait dans un sens, ça ne marche pas dans l'autre, pourquoi? Grand mystère. Deuxième exemple, la société Iri Jardin. Les personnes qui font de la piscine et tout, et c'est comme un signe, j'étais derrière la camionnette d'Iri Jardin en arrivant ce matin. Je ne l'ai pas doublé pour l'arrêter, pour lui dire ce que je vais vous dire, mais c'est un très bel exemple. Iri Jardin, je les ai vus à l'été dernier, je suis allé acheter du chlore pour ma piscine, j'ai dit, vous devriez prendre contact avec moi en septembre parce que je vais faire le liner de ma piscine. Il me dit, pas de problème, quel est votre nom? Je lui donne mes coordonnées, prénom, adresse. Mais je dis, vous m'avez déjà dans la base de données parce que je suis client assez régulier, enfin, pour les produits d'entretien. Et donc, en septembre, le gars me rappelle, moi je lui dis, moi je suis désolé, aujourd'hui je suis pris, donc rappelez-moi la semaine d'après. La semaine d'après, c'est lui qui me rappelle et il me dit, écoutez, je ne peux pas venir parce que j'ai un empêchement. Mais je dis, mais écoutez, c'est pas un problème, c'est pas urgent, rappelez-moi la semaine d'après. La semaine d'après, il ne me rappelle pas. 15 jours après, il ne me rappelle pas. Et depuis, je continue à recevoir une ribambelle de SMS. Donc, je me suis dit, ça y est, ils m'ont repéré, hein, ils ont un super CRM. Et le dernier SMS qu'il m'envoie, il me dit, porte ouverte, venez nous voir. Je lui réponds, super, mais est-ce que vous pouvez me préparer le devis pour le liner? Je renvoie, et derrière, j'ai no reply. Je renvoie, j'ai no reply. Ok, donc on a une utilisation optimisée des bases de données a priori, mais on utilise des techniques qui ne permettent pas aux clients ou aux prospects de répondre. C'est complètement idiot. Ce n'est pas un problème de technique, c'est un problème de logique. L'exemple ici, Marc Keller vous en a parlé, le Racing, avec quelques difficultés, on va le remonter ce club, mais dans l'historique, si vous voulez, c'est un club qui a déposé le bilan il y a 3 ans et qui est tombé en fait très bas, et on avait 6000 abonnés, enfin pardon, 6000 spectateurs en moyenne dans les meilleures années avant que le club dépose le bilan. On a pris des choses en main et on a repris une base de données de 20 435 adresses. Alors ça, c'est un travail très intéressant parce qu'on avait un vrac. Et Sébastien, que j'ai vu tout à l'heure, qui est là d'ailleurs, je crois, donc peut confirmer, on a récupéré en vrac des gens qui étaient spectateurs, des gens qui étaient abonnés, du B2C, du B2B, tout était en vrac. Bon, c'était quand même relativement bien consigné parce que ce sont les sites qui travaillent pour la fédération, en ce qui concerne la billetterie, mais pour tout le reste, c'était une nébuleuse totale. Comment faire pour mettre à jour une telle base? On n'avait pas le choix. Soit on passait par une opération de requalification dont on peut vous expliquer un peu la technique par rapport à des comparaisons d'annuaires téléphoniques qui vous permettent de requalifier une adresse pour trouver quelqu'un, mais vous avez de l'overkill, parce que là vous flinguez à peu près 60% de votre base, par contre les 40% qui restent sont bonnes. Soit vous allez, vous faites un mailing là-dessus, et c'est ce qu'on a fait. Donc on a balancé, donc on a travaillé le fichier, on a envoyé les doublons, on a redressé la base, RNVP, tout ça, je vais vous l'expliquer, et on a balancé le mailing. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu des gens qui se sont dit, qui ont téléphoné, qui ont dit, Marc,
Tu m'as envoyé une belle lettre signée, mais tu te rappelles plus? Tu étais à l'enterrement de mon mari, c'est un ancien joueur professionnel. Voilà, mais ça, on ne savait pas. Et ça, c'est par contre, ça fait mal. Quand vous avez une relation personnelle, que vous signez avec une belle signature en bleu en bas de votre lettre, vous savez, le bleu réflexe, celui qui imite la vraie signature, avec une petite impression un petit peu plus prononcée pour faire croire à une vraie lettre. Et quand vous allez jusqu'au bout, et que la base de données derrière est vérolée, vous avez le contraire. Parce que là, les gens, ils disent, ben, il n'a pas pensé. Et puis, c'est ce qu'elle pensait, la pauvre veuve. Donc, la base de données, c'est quelque chose, comme je l'ai entendu tout à l'heure, on parle de personnes, on parle de personnes en chair et en os, à qui on envoie un message. Ce n'est pas un ordinateur, c'est un message qu'on envoie. Il faut que ce soit précis, il faut que ce soit qualifié. Donc, résultat des courses, on a fait un mailing papier, on a redressé la base et on a mis en route un programme de collecte, d'enrichissement de l'adresse email et avec des opérations d'emailing, de SMS, de rappel avant les matchs, etc. On est très loin encore de ce qui se pratique aujourd'hui du côté de l'Allianz Arena à Munich ou dans d'autres clubs en Allemagne, mais on y arrivera. Mais en tout cas, ça fait partie d'un des éléments. Et un de mes challenges parmi mes fonctions dans le club, c'était arriver à faire remplir le stade indépendamment des résultats sportifs. Hélas, je dois dire hélas aujourd'hui, on est arrivé au-delà de nos espérances, mais on va essayer de faire cadrer tout ça dans les mois et dans les années qui viennent. Alors ce qu'il ne faut pas faire en tirant de base de données, c'est de ne pas nettoyer son fichier régulièrement, envoyer des courriers à des déménagés, contacter par email des particuliers qui n'ont pas donné leur accord. Tout ça, vous avez vu ce matin déjà, contacter par téléphone des particuliers qui ont refusé la prospection. Ça, c'est très important. Et donc, on est également dans un cadre multicanal, donc nul n'est censé ignorer la loi. Et la dernière loi Hamon, aujourd'hui, qui a été validée, donc, a fait passer la disposition partitelle. J'y reviendrai dessus. Quand on a plusieurs bases, il faut les lier, il faut faire set relation to, hein, comme on disait dans les vieux programmes de D-Base, mais c'est une fonction très importante de pouvoir lier les bases pour qu'il y ait une interaction entre les différentes bases que vous pouvez avoir, mais également les bases que vous pouvez avoir avec des partenaires, avec des filiales. Il faut des index, il faut des interactions pour pouvoir ensuite en tirer la quintessence. Et les données comportementales, évidemment, ça c'est très très important. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée comportementale? Pour faire un petit rappel, il y a quelques années, j'ai travaillé dans l'assurance et on s'était rendu compte d'une façon totalement empirique que les fichiers de voyance, d'astrologie, qu'on utilisait parce qu'on avait la date de naissance juste, parce que quelqu'un qui donne une date de naissance fausse en astrologie, son thème astral est faux, sa prédiction aussi, mais tous ces fichiers-là fonctionnaient environ à 200-300% au-delà du break qu'on avait dans les fichiers moyens de la VPC moyenne. Ensuite, on a réfléchi tout simplement, on s'est dit, les gens qui ont besoin d'être rassurés, donc ils vont vers de la voyance, vers de l'astrologie, dans le mot rassuré, il y a le mot assurance, et boum, ça marche. Donc aujourd'hui encore, pour vendre ce type de produit, si vous avez une indication comme quoi la personne elle est sensible à un petit peu des phénomènes, je dirais, qui peuvent intervenir sur son avenir, de toute façon, c'est une personne qui a peur dans son avenir et donc elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'assurance. Je parle là pour des assurances de blessures, l'IARD, je ne parle pas pour la voiture ou la maison où ce sont des polices obligatoires. La création, l'entretien d'un fichier, donc ça a déjà été dit, déclarez votre fichier à la CNIL. Petite info, parce que j'ai eu le temps de lire quand même un petit peu le journal ce matin, donc la CNIL a sorti son dernier rapport. Un tiers des plaintes de la CNIL concernent le domaine Internet. Donc globalement, voilà, aujourd'hui, une plainte sur 3 au niveau de la CNIL, ça concerne des intrusions qu'on a liées à Internet, qu'elles soient commerciales ou autre chose. Et environ 19% concernent pour les gens, et en tout cas a été analysé par la CNIL comme étant des perturbations liées à des opérations commerciales, carte de fidélité, vente par correspondance classique, etc. Donc, il faut avoir l'origine du contact qui est disponible. Alors, on a parlé de collecte, on a beaucoup parlé de collecte ce matin. Je vais aller plutôt vers la collecte naturelle. Alors,
je ne veux pas froisser les personnes dont c'est le métier de faire de la collecte, hein, c'est un métier auquel on s'y intéresse nous aussi, et on a des très bons partenaires dans ce domaine-là, mais dans la collecte, je dirais, naturelle, c'est celle qui vous permet d'avoir un prospect, un client enregistré dans votre propre base de données, dont vous êtes à l'origine, que vous avez transformé, le lead à faire un achat. À partir de là, il est dans votre propre base de données. Donc vous n'allez plus le collecter. Donc cette personne-là, elle appartient à vous. Or, quand vous faites une collecte extérieure, quand vous faites du lead, vous ne faites pas de déduplication. Je connais très peu d'opérateurs qui envoient leurs propres fichiers à l'extérieur pour repousser les adresses qu'elles ont déjà. Or, collecter quelqu'un, lui demander des informations alors que vous les avez déjà, ça vous discrédite. Donc là, on va s'en tenir aujourd'hui à la collecte interne, c'est-à-dire à la base de données, l'adresse que vous avez rentrée dans votre base de données, que vous allez structurer, que vous allez enrichir. Alors pour l'enrichir, il faut commencer par lui mettre son dernier contact, il faut lui mettre l'origine, il faut lui mettre son coût, combien elle vous a coûté, et à partir de tout ça, vous allez pouvoir commencer à faire des schémas mathématiques pour savoir combien elle va vous rapporter. C'est très important de savoir à un moment donné, dans la vie d'une base de données, quand une adresse va vous coûter plus cher que ce que ça vous a coûté à la créer. Alors aujourd'hui, dans l'email, le problème, c'est que la notion de coût, elle est souvent mise de côté, puisque l'envoi d'un email, ça ne coûte pas grand-chose, c'est du routage, c'est quelques centimes, quelques millimes. Dans mon métier historique, je dirais, qui est du postal, une adresse, c'est 70-80 centimes. Donc, on a des clients qui aujourd'hui balancent 5-6 millions de messages dans l'année. Donc, le budget pub derrière, c'est grosso modo 4,5 millions de budget publicitaire. C'est une manne pour les gens qui s'en occupent, mais c'est un risque énorme pour... alors, pourquoi ne fait-il pas de mailing? Ben, il n'a pas encore trouvé aujourd'hui l'algorithme qui lui permette de passer de son ancien média au nouveau média. Bon, il le fera un jour, peut-être avec notre marque, mais l'intérêt d'avoir des bases très qualifiées, c'est tout ça un intérêt économique avant tout. Il faut mieux segmenter pour rentabiliser, bon ça a été dit, hein. Savoir à qui on s'adresse pour lui envoyer une bonne offre au bon moment, tout ça a été dit, mise en place d'un CRM, d'un scoring. Le CRM, moi je l'ai rebaptisé, enfin, nous l'avons rebaptisé au sein d'ITL il y a 3-4 ans par consommateur de points, réaction à quel type d'offre et mode d'achat, comment il est rentré dans la base. Parce que quelqu'un qui est aujourd'hui accro Internet ne va peut-être pas acheter par postal ou par téléphone. Quelqu'un qui aujourd'hui garde c'est la grande question en ce moment entre la Redoute des Trois Suisses, qui va garder son catalogue, qui va l'enlever, etc. Comment on va faire? Mais on se rend compte que finalement le catalogue est un support, mais plus un moyen de commande. Le moyen de commande, c'est le net. Hein, mais le catalogue, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas la commande. Un autre exemple dans ce domaine-là, multicanal, c'est un petit peu hors sujet, mais qui m'a étonné par l'efficacité, c'est une boîte, Fitness Boutique, qui aujourd'hui ramet, c'est un peu le cas de le dire, hein, il fait des rameurs, il fait des bancs de course, et ils n'arrivaient pas à décoller dans leur marché parce qu'ils gardaient en concurrence toujours sport, intersport, etc., qui étaient leur challenger. Le jour où ils sont passés avec des showrooms qui étaient même planqués dans des zones industrielles, mais s'en foutaient parce que c'était le site qui les faisait, c'est du push. Le jour où les gens ont pu comparer et ont pu avoir un contact avec un vendeur qui leur a dit mais attendez, là vous n'êtes pas du tout en face du même matériel que ce que vous pouvez avoir chez les discounters du sport, chez Intersport ou GoSport ou Decathlon, ici c'est du pro, c'est ça. Là, derrière, ils ont décollé et aujourd'hui ils ont je crois une vingtaine de boutiques déjà en France. Donc le canal, le multicanal, à un moment donné, est très important et il faut savoir à quel moment il faut le mettre en place. On va avancer un petit peu. Ça, c'est un exemple, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un exemple d'une fiche B2C de ce que doit comporter aujourd'hui une base de données B2C, enfin, au minimum. Donc, c'est un numéro de client, l'identifiant, évidemment, son historique, le nombre de commandes, la récence, de quand date sa dernière commande, le montant, combien a-t-il commandé jusqu'à présent. Ça c'est très simple, c'est le RFM. Si vous n'avez pas ça,
votre base de données, elle risque pas d'être efficace. Récence, fréquence, montant de commande, ça c'est historique. Ensuite, on revient juste sur la précédente. L'origine vous donne comment cette adresse est rentrée dans votre système, par quel moyen. Parce que là, vous avez un comportement supplémentaire. Vous avez un comportement généalogique, c'est-à-dire l'historique. Ici, par exemple, c'est quelqu'un qui a loué un fichier qui s'appelle la Cigogne Gourmande, qui vend des produits alsaciens, et lui, il vend du vin. Voilà. Mais, donc, on a deux informations. Je sais qu'il achète mon vin, mais je sais qu'il achète aussi des produits alimentaires. Mais si j'avais l'information comme quoi il était rentré auparavant dans la Cigogne en ayant acheté du chocolat, j'aurais là trois informations vitales, comme quoi il achète du chocolat, il achète des produits alimentaires, il achète du vin. Alors ça c'est génial parce que là je peux modéliser mon client par rapport à sa propension à acheter d'autres produits. Bien sûr, il y a les données dynamiques et les données techniques. Les données techniques, statiques, sont les données postales, où il habite, l'adresse. Pour faire de la géolocalisation, ou pour faire de la création de trafic, du web to store, vaut mieux quand même savoir où les gens habitent, ou encore mieux, où ils vont faire leurs courses. Ça, c'est encore un autre domaine, mais aujourd'hui, on fait beaucoup de géolocalisation, de géomarketing, en disant, ben, les gens, ils habitent dans un certain créneau, on va les faire venir ici. C'est pas vrai. Il y a des gens ici, en face, là, qui habitent dans les buildings, qui vont jamais voir le match. Mais il y a des gens qui viennent de Colmar, qui vont voir le match. Donc, si j'ai une boutique qui vend des fringues et qui va faire une opération de création de trafic à l'occasion d'un match, vaut mieux aujourd'hui qu'elle prospecte la personne qui vient de Colmar, qui viendra dans l'après-midi parce qu'elle va passer un petit peu de temps dans le coin à voir le match et rentrer chez elle, plutôt que de prospecter la personne qui habite à côté. Ça, c'est un élément comportemental, ce n'est pas un élément géographique. Et le comportemental prime sur le géographique. On passe à la suivante. Ça, c'est un exemple de fiche en B2B. On a vu le B2C. Dans le B2B, il y a quand même un niveau de CRM qui est plus important que dans le B2C d'un point de vue humain. Dans le B2C, tout peut grosso modo être consigné de façon électronique. Dans le B2B, vous avez des vendeurs, vous avez des réseaux, vous avez des contacts, vous avez du téléphone, et à ce moment-là, il faut consigner des informations, il y a du mail, donc il y a énormément d'informations qui vous arrivent sur un client, et il faut pouvoir concentrer tout ça dans une fiche qu'un opérateur, qu'une personne peut voir avec ses deux yeux. Hein, il ne faut pas avoir 50 écrans pour essayer de cerner son prospect qu'on a au bout du fil. Donc ça, c'est un exemple. On va juste revenir en arrière d'une fiche B2B, où vous avez toutes les coordonnées de la personne, vous avez également son nombre de commandes, la date de dernière commande, vous savez si le client il est actif, s'il est douteux ou pas, s'il a un problème technique, un problème de comptabilité, et surtout vous avez ici, vous avez les contacts déroulants, donc on peut mettre 15-20 contacts pour la même société, et on a derrière le CRM. Et le CRM, c'est une information qu'on peut tirer avec un simple clic d'Outlook et qu'on fait rentrer dans le CRM. Et donc on peut stocker derrière une fiche client toutes les conversations, soit téléphoniques, soit, donc on peut les saisir, soit des conversations ou des historiques de mails qui ont été faits. Et donc, bon, cerise sur le gâteau, je dirais, dans cette configuration-là, un certain nombre de standards téléphoniques, si vous voulez, d'appareils, de centraux téléphoniques, voilà, je trouve le nom, dont vous offre la possibilité de coupler avec votre base de données. Donc faites-le, parce que c'est vraiment génial. Quand vous avez un client qui vous appelle et qui dit « Ah, monsieur Meyer, comment ça va ?» Ah ben vous m'avez reconnu, je dis ah, j'ai votre numéro qui s'affiche. C'est pas le numéro qui s'affiche, c'est toute la fiche qui vient sur l'écran et qui prend le dessus sur tout le reste. Et il suffit d'un simple CTI avec l'index numéro de téléphone. Et le CRM, c'est quelque chose de très important parce que quand vous avez une personne qui vous appelle le soir pour avoir un devis et le lendemain matin, la personne qui a pris la conversation tombe malade, elle n'est pas là, et ben à 8h du matin, sa collaboratrice ou son collègue, si la personne rappelle pour avoir des infos ou amener plus d'infos, on ne lui demande plus, mais vous avez appelé qui? C'était pourquoi? Non, non. On a sa fiche, on voit tout ce qui se passe, on sait, et il faut qu'il y ait une transparence totale, si vous voulez, par rapport aux informations sur un client.
Alors, pour avoir une adresse de qualité, il y a un certain nombre de traitements historiques. Donc, une fois que vous avez fait vos opérations de collecte, une fois que vous avez généré vos leads, que vous avez eu un contact, que vous avez rentré l'adresse postale, tout au plus, là, il va falloir commencer à voir un petit peu si tout ce que vous avez récupéré, c'est bon. Alors, on a récupéré une base de données d'un peu plus d'1,8 million adresses d'une grande compagnie d'assurance et on a checké simplement avec notre programme habituel pour aller voir si toutes les adresses étaient bonnes. Le nombre d'adresses de monsieur Jean Aymar de la Pub, rue Sainte-Adresse, 76 500 Sainte-Adresse, ou Crosby, tout ce que vous voulez. Hein, donc, on a un florilège, si vous voulez, de noms, dont les premiers, si vous voulez, c'est Azerty, hein, donc 1, etc. et tout, qui vous pourrissent 10-15% de vos bases de données issues de récoltes, je dirais, un petit peu hard. Donc, soit prenez tout ça à la main, soit vous le retraitez avec des algorithmes, etc. Alors comment? Il faut les construire. Donc on a quelqu'un qui est dans la salle aujourd'hui qui s'y est mis, et puis donc on a fait des statistiques sur toutes les conneries qu'on pouvait trouver dans des bases enrichies avec des données postales erronées, et on en a fait quelque chose qui permet aujourd'hui de traiter un fichier avec 90-95% de taux de réussite en termes d'adresse valable. Validation, hein, c'est validation. Alors, la normalisation, il y a une norme AFNOR qui existe au niveau de l'adresse, hein, avec les différents volets, 32 caractères, code postal sur 5, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut respecter, parce qu'un jour, vous le verrez, vous aurez besoin également de traiter votre fichier de façon postale. Le jour, en passant chez Régis, il m'a dit « Ouais, regardez voir le beau coffret que j'ai reçu. » C'est une belle société qui lui a envoyé un beau coffret, qui ne passe pas par mail, hein. C'était Google. Voilà. Donc un jour ou l'autre, de toute façon, ne serait-ce que pour envoyer vos colis, ne serait-ce que pour envoyer vos vendeurs. Hein. Pour être post-ready, hein, donc, il faut aussi limiter les PND. Alors c'est un scoop, hein, ça va s'appeler réflexe. Hein, donc il y a NPAI, PND, réflexe, tout ça c'est la même chose. C'est un traitement relativement délicat parce qu'il faut savoir qu'il y a les vrais PND, il y a les faux PND, il y a ceux que le facteur ne veut pas ou ne peut pas distribuer, il y a ceux qui posent d'autres problèmes. Bon, ça représente 4 à 5%. En emailing, ça ne pose pas trop de problèmes. En postal, vous avez 4 à 5% de 100 000 messages qui sortent à la poubelle à 1 euro pièce, ça fait mal. Les enjeux et les opportunités d'un fichier postal qualifié, bien évidemment, hein, c'est disposer d'adresses géolocalisables, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enrichissement du fichier avec des données sociodémographiques, INSEE. Donc vous pouvez, sur une adresse, aujourd'hui, ici on est à la Méno, on sait aujourd'hui que le niveau de revenu de la Méno, il est inférieur à celui de la Robertso ou d'autres quartiers. Donc toute adresse avec des données postales fiables peut être également enrichie derrière avec des données comportementales INSEE, enfin plutôt de sociotype INSEE. Ensuite, le dernier volet, je dirais, c'est la monétisation de vos adresses. Donc, l'adresse que vous avez traitée dans votre propre base, l'adresse de votre propre client, c'est une adresse qui, elle, doit aussi servir aujourd'hui à vous enrichir et à enrichir vos programmes marketing pour pouvoir acquérir de nouvelles adresses. En tout cas, ça c'est la logique qui prépondérait jusqu'à présent depuis une trentaine d'années, depuis 40 ans même, qu'il y ait des fichiers, qu'il y ait des brokers d'adresses. Il y a eu un petit peu une déroute, une dérive qui a été faite, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des sociétés, donc voilà, il y en a dans la salle, et on s'y est mis aussi à un moment donné, c'est à constituer nous-mêmes des bases de données. Mais une chose en tout cas que je pense, dans laquelle je crois, c'est qu'un fichier qui a été constitué par un opérateur qui a vendu des produits, qui a un CRM et qui a enrichi au fil de l'eau ces bases de données avec les informations de l'entreprise de relations, vaudra toujours plus qu'une adresse qui a été récoltée avec des réactions relativement fortes. Par contre, il y a des volumes évidemment très inférieurs et on a beaucoup d'opérateurs qui ne sont pas prêts à céder aujourd'hui l'information, du moins à la louer, parce que derrière, ils sont conscients aussi de la valeur de ces adresses par rapport aux autres adresses. Ils veulent des adresses qualifiées extérieures, mais ils ne veulent pas
que leurs propres adresses qualifiées servent à d'autres. Et c'est ça où la mutualisation et le partenariat sera la meilleure chance aujourd'hui des opérateurs, c'est qu'ils se mettent ensemble et qu'ils commencent à ouvrir des échanges, à faire des informations sur des adresses hyper qualifiées. Et là, on arrivera peut-être à ce que les gens comme les Hollandais sont arrivés à faire. J'ai un collègue qui me disait l'autre jour, tu sais, les taux d'ouverture en Hollande, c'est de l'ordre de 30-35% en email. Je sais bien comment ils font. Ah, ils font gaffe. Les locations d'adresses pour la prospection, donc ça j'ai vu sur le site de famille.com, donc il y a généalogie.com, cadeau.com, etc. Donc ils ont mis un sigle en place et ça nous permet aujourd'hui de donner une belle image également et de rassurer les personnes d'avoir un correspondant informatique et liberté en interne. Pour conclure, j'ai fait une petite analogie avec le pétrole. Ici, vous avez le diagramme des sous-produits du pétrole. Le pétrole, d'abord, il nous fait à 40% de l'essence, à 9% du kérosène, à 26% du diesel. Et puis pour le reste, c'est des produits dérivés. Votre base de données, elle doit faire pareil. À la fin de l'année, votre résultat, le résultat d'exploitation, on voit le résultat net de votre entreprise, parce que c'est quand même ce qui est le plus important, n'est-ce pas? Ça doit représenter à peu près 80-85% de votre résultat final. Les 15% qui restent, c'est de la monétisation de votre base de données. Donc, on ne devient pas, en tant qu'acteur, on ne devient pas un monétiseur de base de données, on ne devient pas un producteur de base de données, on le devient parce que c'est complémentaire et parce que c'est utile également de sortir sa propre base de données pour voir qui fonctionne dessus, avec quels résultats, et ça vous donne plein d'idées pour aller vous-même ensuite sur les bases de vos partenaires. Et pour terminer, bon, dans la data, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font parler. C'est un petit peu notre dernier slogan. Et si vous voulez plus d'infos, évidemment, vous pouvez bien sûr me retrouver tout à l'heure. Enfin.